Pour ce thème aujourd'hui, qui est le thème d'argent. Donc, le mariage de la création et d'argent, c'est ce qui va nous raconter Stéphane Bitoun, le directeur général de My Major Company, qui était précédemment le CFO d'Endemol et le CFO de Next Radio TV. Et puis je vais lui laisser la parole, et puis laisser la parole à vous évidemment. Vous pouvez l'interrompre, lui poser des questions tout au long de son intervention. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et puis surtout merci Alexandra de nous accueillir dans ces locaux. Merci à tous les sponsors, tous les parrains, tous les partenaires qui vous aident à réunir ce joli parterre aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis fier et honoré d'être devant vous tous, parce que je sais à quel point des illustres prédécesseurs m'ont précédé à cette même tribune. Donc je suis très très fier et très honoré. Écoutez, en quelques mots, effectivement, je voudrais d'abord vous raconter un peu l'histoire de My Major Company. Et l'histoire de My Major Company, en fait, ça tient à l'histoire de... Alors c'est pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais à 4 jeunes garçons dans le vent, parce que c'est vraiment le cas, qui, à l'orée de l'année 2008, à toute la fin 2007, ont déjà connu un très très beau succès chez BMG. Ce sont BMG, la maison de disques, ce sont 3 jeunes personnes avant tout qui sont issues du milieu de la musique. Alors vous le savez, c'est Michael Goldman, le fils d'eux, c'est Sévan Barsikian et c'est Anthony Marciano, qui tous les 3 se rencontrent chez BMG et connaissent pas mal de succès. Ils ont notamment fait Amel Bent, d'autres artistes. Et puis, je pense que tous les 3 sont des vrais entrepreneurs dans l'âme, des vrais artistes dans l'âme aussi. Et comme souvent, à l'orée de la trentaine, ils se disent notre heure a sonné, c'est peut-être notre tour, c'est peut-être enfin à nous d'entreprendre et enfin à nous de monter notre propre label. Là, les gars se regardent, ils se disent t'y vas toi? Non, je crois pas. Dans le marché de la musique qui est le nôtre aujourd'hui, j'ai pas très envie d'y aller. J'ai très envie de faire mes propres prods, mais j'ai pas très envie de moi mettre mon argent et puis de moi investir dans une nouvelle boutique. Et puis là arrive un 4e larron. Dans cette fine équipe, et qui lui avait repéré une idée qui était née un petit peu ailleurs, qui était née dans le nord de l'Europe, en Allemagne, qui s'appelle Saleband, et qui est l'ancêtre, le proto-site de financement participatif, celui qui a fait naître tous les autres. Et il va voir ces 3 jeunes garçons dans le vent, il leur dit écoutez, il y a peut-être une idée marrante, il y a peut-être un truc à faire, un truc à jouer. Alors lui était bassiste d'un groupe qui n'a pas fonctionné, donc il est tous oubliés maintenant. Mais en tout cas, c'est un type très malin qui s'appelle Simo Istolainen, qui est un jeune entrepreneur aussi et qui a monté plein d'autres boîtes depuis et qui a connu plein de succès, qui est aujourd'hui un producteur de cinéma émérite. Donc Simon va aller voir en disant regardez, il y a cette idée en Allemagne qui est née, qui s'appelle Saleband et dont le concept est de faire participer les internautes pour coproduire, en tout cas pour participer à la production d'œuvres musicales, à la production d'albums musicaux. Alors il arrive avec cette idée. Et puis, nos 3 jeunes garçons dans le vent décident de se l'approprier, en tout cas de la faire leur, et de lancer My Major Company. Alors, My Major Company, c'est aussi l'histoire de 4 jeunes garçons dans le vent, mais aussi l'histoire de planètes alignées, parce que si ça fonctionne en 2007, probablement que ça n'aurait pas fonctionné un peu plus tôt, en 2005, probablement que ça n'aurait pas fonctionné non plus un petit peu plus tard, parce que trop tard, c'est le time to market. Voilà, quand tout s'aligne, quand tout se met en ordre de marche, comme ça a été le cas au début de l'histoire de la boîte, on connaît des succès comme ceux que je vais vous raconter, dont on va parler toute la matinée. Et alors pourquoi les planètes sont alignées? Pourquoi c'est time to market et pourquoi ça fonctionne si bien dès le départ? Probablement aussi parce que My Major Company, c'est pas que l'histoire d'une idée, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire de 4 jeunes mecs qui viennent de la musique. Et ça, c'est marquant. Ça, c'est l'élément clé, le facteur clé de succès, il est là. Le pivot est là. Parce que les gens qui ont monté Saleband en Allemagne, certes avec une idée extrêmement disruptive, certes avec une idée qui a précédé toutes les idées de crowdfunders du monde, mais chez Saleband en Allemagne, il s'agit de gens qui viennent de l'Internet. Donc il s'agit de gens dont le métier est avant tout de faire de l'Internet, avant tout de faire des sites Internet, mais pas de faire de la musique.
Alors je pense que pour une idée comme celle-là, pour une idée de financement participatif de musique, pour une idée de label participatif, ne pas venir de la musique, c'est probablement la pire chose qui puisse arriver. Et c'est probablement le meilleur moyen de ne pas réussir. Donc effectivement, Cellband, quelques années plus tard, c'est un site qui n'a pas connu de grand succès, c'est un site qui n'a pas vraiment rencontré son public et qui n'a pas su imposer un mode de consommation en Allemagne, qui n'a pas su non plus imposer une nouvelle modalité de financement de la création, comme My Major Company a su le faire, avant tout pour cette différence-là. Alors de l'autre côté du Rhin, chez My Major Company, encore une fois, les planètes étaient alignées, hein, c'est ça, je crois, les belles histoires de réussite entrepreneuriale. Et nos 4 jeunes garçons, en même temps d'avoir l'idée, alors ils ont un petit peu patiné sur Internet, parce que pour le coup, eux venaient pas d'Internet, donc les choses se sont mises en place doucement, mais surtout, ils avaient Grégoire aussi en poche. Donc ils avaient un artiste. Alors Grégoire, c'est aussi une histoire, son histoire à lui personnelle, c'est aussi une histoire qui, quelque part, à son niveau à lui, est assez disruptive, parce que Grégoire, c'est un type qui, entre 95 et 2000, avait écumé absolument toutes les maisons de disques, avec son album sous le bras. Alors c'est l'image classique des maisons de disques, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui a été stagiaire en maison de disques, qui a fait tous les postes possibles, mais en dépassant jamais le stade de CDD ou stagiaire, et qui a été voir absolument tout le monde avec son album, avec sa production. Et puis là, personne ne voulait y aller, personne ne voulait investir. Donc du coup, l'alliance s'est faite assez naturellement, et My Major Company est née donc en 2007 avec ce site novateur, ce nouveau concept, et en même temps le premier artiste, celui sur lequel se sont cristallisées toutes les attentions et celui qui a fait fonctionner la boîte, c'est Grégoire. Et puis après ça, My Major, finalement, c'est l'histoire de réalité et de réalisation de réussite qui dépasse tout le temps nos attentes. Alors leurs attentes, parce que moi j'ai rejoint la boîte un petit peu plus tard, je vous le raconterai, mais en tout cas qui dépasse tout le temps les attentes de ces 4 fondateurs. Parce que très rapidement, après quelques mois seulement d'existence, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent avec des problèmes de riches, enfin des problèmes de riches au sens business du terme, c'est-à-dire que Grégoire, dont ils avaient imaginé que les 70 000 euros, parce que c'était 70 000 euros au début qui étaient requis pour la production de l'album, ils se rendent compte que là où ils avaient imaginé peut-être mettre plusieurs mois ou même encore plus pour lever cet argent auprès du public, c'était vraiment tout nouveau, quoi. Il n'y avait aucune base comparative. Et ça a été fait en quelques semaines seulement. Et puis après, ils se sont dit, faut alimenter le site. Donc ils mettent un deuxième artiste qui est Thierry Cara, qui n'a pas plus fonctionné que ça. Et puis ils mettent un troisième artiste ou un quatrième artiste qui devient Irma. Et puis d'autres artistes, parmi lesquels Joyce Jonathan. Tout ça très 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 rapidement. Et puis tellement rapidement que, encore une fois, ils se retrouvent avec un problème de riche, qui est de se dire, mais ça marche très au-delà de nos attentes, quoi. À chaque fois qu'on met un artiste, c'est pas 70... Alors, à l'époque, on ne pouvait pas lever plus de ce que nous on appelle la jauge dans notre jargon, je vous montrerai tout à l'heure concrètement sur le site, on ne pouvait pas lever plus que la jauge. Donc, à chaque fois, c'est 70 000 euros qui sont atteints très très rapidement. Donc, avec ce problème finalement un peu fou de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut alimenter plus rapidement la machine? Donc là, je viens de vous raconter de manière assez rapide et condensée ce qui était la V1 du site, la première version du site. Et là est arrivé assez naturellement, sans trop se poser de questions, ça s'est un peu imposé à eux, l'obligation presque de faire une V2 au site. Alors la V2, ça a été de se dire, en plus des artistes que leur propre label vient plugger sur la plateforme de financement participatif, parce qu'à l'époque, on était vraiment dans une superposition, dans un overlap total entre le label d'un côté et la plateforme de l'autre, c'était la même chose. Bien la scission, entre guillemets, la dichotomie commence à s'opérer, et on commence à avoir d'un côté un label et de l'autre côté une plateforme. Et sur cette plateforme, on se dit, accueillons d'autres artistes que les artistes qui ont été sourcés par le label. Et parmi ces autres... Alors là, assez rapidement, se crée une nouvelle offre qui est de se dire, offrons au public, offrons à tous les artistes de ce pays la même possibilité que celle dont a bénéficié Grégoire, dont a bénéficié Joyce, dont a bénéficié Irma, et proposons sur le site strictement la même offre qui était passée entre-temps de 70 000 euros à 100 000 euros. Et là s'inscrivent des artistes de tous horizons, de tous univers et de la France entière. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon à nous, la version 2 du site, qui mêlait à la fois des artistes issus du label et des artistes donc, issus du public qui venaient tenter leur chance, à l'instar des autres. Et là, encore une fois, le succès de la boîte et le succès du concept et finalement la pertinence du concept qui dépasse même, encore une fois, toutes les espérances de ces 4 jeunes créateurs est au rendez-vous. Et ce succès est tel que quelques années seulement après, là on doit être en 2009, c'est près de 35 000 artistes qui sont inscrits sur la plateforme. 35 000, c'est considérable. Je ne vous cache pas que parmi les 35 000, il doit bien y avoir
quelques vannes avec j'ai enregistré une merde dans ma cuisine, enfin un truc qui ne voudra pas dire grand-chose dans ma cuisine, hein, ça c'est sûr et certain. Mais enfin quand même 35 000 artistes, c'est absolument considérable. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui encore un des fonds de notre base de données, alors ça va pas un très joli mot parce qu'on parle de gens, mais en tout cas c'est un des fonds des membres de My Major Company, ils sont issus de là, véritablement. Donc là, encore une fois, le succès qui dépasse les attentes de la boîte. Et puis, on se retrouve presque encore une fois à courir derrière la précocité du concept et puis derrière sa pertinence. Et arrive, finalement, encore une fois, ça s'impose. Arrive encore une nouvelle version du site, on va l'appeler la version 3, dans laquelle on se dit assez simplement qu'il y a matière, il y a vraiment de quoi faire dans d'autres domaines. Donc les premiers domaines qui sont abordés, c'est le bouquin avec XO, puis la bande dessinée avec Mediapart. Mediapart, vous savez, c'est Dargaud, Dupuis, Le Lombard. Là, on reste dans le même modèle, c'est-à-dire qu'on reste dans le modèle original, hein, vous avez compris, où on a un label, donc on a une marque, un producteur de contenu, un éditeur de contenu qui vient plugger ses propres contenus en financement participatif pour trouver du financement. Pareil, beau succès, alors peut-être moins franc que dans la musique, pour une raison assez simple, hein, c'est que la musique et Internet, c'est naturel. La musique, Internet, c'est un lieu de consommation de musique, c'est un lieu naturel, un lieu vers lequel on va tous pour faire de la musique et de la vidéo. C'est un peu moins naturel quand il s'agit d'aller faire de la bande dessinée ou d'aller faire du bouquin, parce qu'on n'a pas les players ad hoc, parce que c'est un mode de consommation différent, parce que le papier, à cette époque-là, surtout en 2009, le papier et la lecture électronique, ça n'avait pas encore fusionné, ça ne s'était pas encore rencontré comme c'est en train de se rencontrer aujourd'hui aux États-Unis, même si la France est un peu plus réticente. Mais en tout cas, ça fonctionne toujours aussi bien et toujours aussi rapidement que ce qu'on imagine. Et sur cette base-là, on décide de continuer la progression. Et là, on se remet... Alors là, j'arrive à ce moment-là dans la boîte, en début 2011, après le parcours qu'a gentiment expliqué Alexandra, donc avec un regard peut-être aussi un petit peu différent. Je suis un entertainment guy, quoi, en fait, hein, depuis le début de ma carrière. Avec un regard un peu différent, et puis surtout avec un monde qui s'était transformé autour de nous, parce que ça va tellement vite dans Internet. Et le monde qui s'était transformé autour de nous, c'est que cette bonne idée là, qui était née quelque part en Allemagne et qu'on avait nous récupérée, elle avait fait des émules, et c'est normal. Donc elle avait fait des émules en France, où on a des petits concurrents qui sont sortis, alors, principalement KissKissBankBank dans l'ordre, puis Ulule. Et puis aux États-Unis, où finalement très tardivement, parce que moi, ce dont je vous parle, le début de la boîte, vous l'avez noté, c'est 2007. Aux États-Unis, le fameux Kickstarter, qui est l'acteur mondial, la référence mondiale du crowdfunding aujourd'hui, et que plus personne ne battra, hein, qui s'imposera absolument dans tous les pays, qui arrivera en Europe continentale très probablement. Kickstarter, on reviendra après sur les différences entre notre modèle, en tout cas ce vers quoi on veut aller, et le leur. Et donc Kickstarter qui est né aussi aux États-Unis entre-temps et qui aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, va lever plus de 300 millions d'euros, plus de 300 millions de dollars aux États-Unis cette année, ce qui est absolument considérable pour des dizaines de milliers de projets. Alors, petite digression par Kickstarter, oui, parce que j'étais en train de vous expliquer que, entre-temps, des émules étaient sortis, que l'environnement avait changé, et donc, on est, je vous disais, ouais, c'est ça, peut-être fin 2011, et là, nos problèmes sont moins des problèmes de riches, mais plutôt des problèmes, cette fois-ci, de gestion de croissance, et puis d'orientation de la boîte et d'orientation stratégique de la boîte, encore une fois, dans un univers et avec une concurrence qui avait un peu changé. Et là, on se regarde tous, quand je dis tous, c'est notre petit comité de direction à nous, on est une boîte de 35 personnes, donc c'est pas non plus la multinationale. On se regarde tous dans nos petits comités de direction et stratégiques. Et puis, on se dit que, manifestement, il faut qu'on évolue, il faut qu'on fasse évoluer le concept, qu'on a de l'or entre les mains, qu'on a vraiment créé une marque, créé un nouveau mode de consommation, alors pas encore dans toute la France, pas dans tous les foyers français, mais en tout cas, au moins auprès des amoureux de la musique, et qu'il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment matière pour amener ce concept un peu plus loin et un peu plus haut. Et on décide finalement de s'affranchir des carcans qu'on s'était nous-mêmes mis, de s'affranchir, d'abolir toutes les barrières. Et le My Major Company Books qu'on avait créé, le My Major Company BD qu'on avait créé, le My Major Company Musique et le My Major Company Historique, on décide que tout ça fait un seul et même ensemble, qu'il n'y a plus lieu d'y mettre des barrières. Et on devient un site généraliste de crowdfunding, donc un peu à l'instar de Kickstarter, à la différence près que là où Kickstarter ne fait que des projets UGC, que des projets User Generated Content, donc ceux, les vôtres, les miens, ceux de Madame Michu, nous on propose en plus de ça aussi des projets issus de partenaires. Vous avez peut-être noté sur le site, pour ceux qui sont allés voir le site récemment, qu'on a un truc avec Stage, l'âge de glace live, donc une très grande marque, un très grand partenaire mondial. On a des projets avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, voilà. On a des institutions. On a des producteurs de contenu professionnels avec qui on travaille aussi.
Et puis, on a notre propre label, toujours, qui continue d'exister, avec une dichotomie cette fois-ci qui est vraiment marquée, avec un vrai Chinese Wall qui s'est opéré, avec d'un côté donc le label, et puis de l'autre côté la plateforme de financement participatif. Donc voilà, aujourd'hui, 3 offres dans les catégories de porteurs de projets, nos propres projets issus du label, les projets issus de nos partenaires professionnels, et puis les projets aussi issus du public. Là où Kickstarter et nos petits concurrents français ne font que des projets issus du public, ou en tout cas censément issus du public. Et puis il y a une autre entrée dans la diversité du site, parce que la diversité c'est notre force. C'est aussi aujourd'hui la difficulté qu'on doit contourner, parce que cette diversité, il faut l'expliquer, il faut la faire comprendre, il faut qu'elle entre dans les têtes des gens. Et aujourd'hui, je pense que nombre d'entre vous nous perçoivent encore, alors vous êtes avisés, donc peut-être pas tous, mais nombre de personnes dans le public nous perçoivent encore comme des purs players musique, là où, comme je vous l'ai expliqué depuis tout à l'heure, on est aujourd'hui un site généraliste. Oui, donc je vous disais, la diversité, elle s'exprime donc à travers les différentes verticales qu'on touche, les différents domaines de la culture et de la création qu'on touche, mais elle s'exprime aussi à travers les porteurs de projets, je viens de le dire, et puis à travers les entrées dans le site, c'est-à-dire le type d'offres que viennent chercher les investisseurs, les contributeurs de crowdfunding. Alors les types d'offres, c'est je soutiens un projet de cœur, un projet dans lequel je vais venir chercher du don contre don, je vais investir, je vais donner 10 € à un projet. En contrepartie de ces 10 €, je vais recevoir le projet en préachat, je vais recevoir un remerciement personnalisé. Ça, c'est une entrée, c'est l'entrée générale du crowdfunding, l'entrée que prennent tous les sites, le fameux don contre don, celle de Kickstarter, celle de nos concurrents français. Nous avons une entrée complémentaire qui est le devenez coproducteur. Alors, ce n'est pas le bon terme juridique, mais c'est plus simple à comprendre comme ça. C'est plutôt co-exploitant, hein, c'est un terme juridique non réservé. Donc là, c'est l'âge de glace live, par exemple. C'est l'opportunité de devenir producteur financier d'un spectacle ou d'une œuvre, ou en tout cas d'un produit culturel. C'est Grégoire à l'origine, c'était ça. Et puis, on a une troisième offre qui est faites naître des projets qui n'existeraient pas sans vous. Nous, on appelle ça entre nous Create Your Event. Voilà, ça c'est une typologie. Donc, on a aujourd'hui presque déployé un cube à partir d'un grain qui était simplement... l'offre de départ était très simple, pour le coup très simple à lire, qui était vraiment faites découvrir de la nouveauté dans la musique et devenez-en les coproducteurs. Et puis de ça, aujourd'hui, on a déployé ça sur différents axes. Et puis on est même aujourd'hui présent à l'étranger. La bataille va être âpre à l'étranger, hein, très clairement. On est présent de manière assez forte en Espagne et en Amérique latine, parce qu'on s'est associé avec Prisa. Alors Prisa, comme vous le savez probablement, c'est l'équivalent de Lagardère en Espagne. Donc c'est la plupart des quotidiens, enfin le kiosque à journaux espagnol est à peu près à moitié rempli par Prisa. Ils détiennent aussi Cuarento Principales, qui est la principale radio espagnole de musique. Donc pour nous, sur le modèle originel de j'ai un label et je plug mes propres projets sur ma propre plateforme, c'est extrêmement important et c'est une vraie force que de les avoir à nos côtés. Voilà. Donc voilà aujourd'hui très clairement où on en est. Et puis je vais vous montrer 2 petits clips. Et puis ensuite, on essaiera plutôt d'entrer dans un mode questions-réponses qui sera un peu plus vivant peut-être. Je ne vais pas non plus vous écraser, je suis assez bavard. Je vais vous montrer 2 petits clips. Le premier, c'est la pub Google. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Google que l'année dernière, on a eu une chance absolument incroyable. Encore une, si j'ose dire, c'est qu'on a été choisi par Google Chrome pour faire sa première publicité en Europe, enfin première publicité en France en tout cas. Alors pour la petite histoire, Google Chrome aux États-Unis avait choisi Justin Bieber pour illustrer un propos qui est simple, qui est de dire voilà, Internet vous appartient, et si Internet vous appartient, c'est vous qui le faites, et ça permet des choses aussi extraordinaires que l'éclosion à la notoriété de Justin Bieber. Quand ils se sont creusés la tête, les créatifs, alors, je ne sais pas si peut-être qu'ils sont là dans la salle, j'en sais rien, mais quand ils se sont creusés la tête, les créatifs européens, pour adapter cette pub en Europe, ben, quand ils sont arrivés sur la France, ils se sont dit assez naturellement et assez simplement, enfin, c'est cool à dire maintenant, mais en tout cas c'était plutôt une grande chance, ils se sont dit ben, ce qui incarne ça en France, c'est Irma et c'est My Major Company. Je vais vous projeter la pub qui raconte ça, et juste un dernier petit mot là-dessus. On a un président, donc Michael Goldman, je crois qu'il ne trouve pas beaucoup de plus grand plaisir dans la vie que d'être derrière son ordinateur avec son casque, soit à faire du Skype, du YouTube, enfin c'est un vrai internaute 3.0, enfin, il passe sa journée à ça. Et Michael, c'est vraiment lui qui a découvert, un peu bizarre, Michael, c'est vraiment lui qui a découvert Irma, comme c'est raconté dans la pub, on voit pas cette partie-là, en surfant sur YouTube et en regardant les tendances YouTube, parce que lui est à l'affût de ça, mais vraiment en permanence. Et voilà, ce qu'on raconte là,
C'est une histoire parfaitement exacte, parfaitement vraie. D'ailleurs, Google, les gens de l'agence ont insisté pour que les avatars, les noms, tout soit parfaitement vrai, les montants, tout ce qui est indiqué est parfaitement exact. Alors je vous présente Pablo, qui est notre directeur de la com, et qui... Merci. I'd like to tell you just a word. I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. Donc on est extrêmement fiers et c'est une chance incroyable parce que c'est à vous de créer le web. Ça signifie en creux qu'on a participé à créer le web. Donc voilà, on peut qu'en être fier et extrêmement honoré d'avoir été choisi. C'est un peu un couronnement pour nous. Et ça, finalement, ça résume la première partie de l'histoire que je vous ai racontée, celle qui va de 2007 à 2009, celle qui est celle de notre label participatif. Voilà, depuis l'heure, alors je vais vous abreuver d'une deuxième vidéo immédiatement. Depuis lors, on a donc engagé ce développement dont je vous ai parlé. Et alors, avant de se lancer dans ce développement, on avait pas mal de rêves. On s'était un peu imaginé l'image, la cartographie du site telle qu'elle est aujourd'hui. On s'était dit, les uns et les autres autour de la table, moi, ce que je pense qui est pertinent, c'est d'avoir un projet autour du patrimoine. Ok, mais alors comment on va faire? On va aller voir un tel. Moi, j'aimerais bien avoir la comédie musicale ou le spectacle musical de la rentrée. Ok, mais alors comment on va faire, etc., etc., etc. Alors, je dis pas qu'on a réalisé tous nos rêves. La plupart d'entre eux sont en train de se réaliser. Je vous montrerai tout à l'heure la plateforme et justement l'illustration de mes propos. Mais en tout cas, ces rêves-là, on les avait écrits dans une vidéo qui est un peu notre sacerdoce, notre profession de foi. Alors je vais essayer de vous la projeter maintenant. Si j'appuie là, Pablo, ça va marcher. J'ai pas d'effet Bonaldi, c'est bon? Vas-y. Déjà, on s'est fortement inspiré de la pub Google. Un label qui proposons aux internautes de miser sur des artistes et d'en devenir des coproducteurs. Major Company propose des artistes en ligne. Quand vous arrivez à 70 000 euros, Signé contrat vous enregistrez. Le premier essai était un coup de maître, puisque c'était avec Grégoire qui était le plus gros vendeur de disques. On a développé un nouveau concept de jeu vidéo complètement révolutionnaire. Et nous voudrions sauver le patrimoine de notre village. Je voudrais faire un reportage sur la déforestation. Réaliser notre premier long métrage. Et sauver l'entreprise familiale. On a besoin d'aide. Donc on est allé voir les banquiers et là, quand on leur parle MMORPG, Action IRL, ils prennent pas tout. Un système participatif est parfait pour ça. Et en échange, vous aurez des cuvées artisanales, vous serez invité à la première. Tu bénéficieras de contenus exclusifs dans le jeu. Vous aurez le gîte à vie à Savigny. On compte sur vous. Merci. À toi de jouer. Tout ça sont des acteurs, c'était parfaitement dans notre tête. C'est ça qu'on voulait faire. Alors est-ce qu'on y est parvenu? Franchement, plutôt pas mal, parce que voilà l'image du site aujourd'hui. Mais Stéphane, quelques mois après, vas-y, je t'en prie. Comment on fait une sélection, présélection des projets que vous mettez sur le site pour le financement ou en fait, tout? Non, nous on a une double action, puisque je disais qu'aujourd'hui le site est un site ouvert, donc qui est ouvert à l'UGC, aux User Generated Content. Sur ces projets-là, en théorie, on ne peut faire absolument aucune autre sélection que de trouver des projets qui ne contreviennent pas à l'ordre public, à la morale, etc. En revanche, évidemment, c'est aussi l'image de notre site qui est en jeu.
c'est aussi le sens du crowdfunding qui est en jeu. Donc, si quelqu'un nous présente un projet sans contrepartie, un projet avec un avatar visuel qui ne convient pas, etc., nous, on a tout un process, on est une équipe, on est assez bien équipé au bureau, c'est ce qui fait aussi notre différence avec d'autres plateformes qui n'ont pas nos moyens et qui n'ont pas notre bicéphalie qui fait qu'on a, nous, des gros revenus qui viennent du disque. Donc, on est autosuffisant en termes de cash. Je parlerai tout à l'heure aussi du fait que Courby a investi dans la boîte et qui explique aussi derrière ma présence, en rapport en démol, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Ouais, je disais que, pour répondre clairement à ta question, je disais que oui, nous, on n'opère pas une sélection dans ce sens que notre plateforme est ouverte à tout type de projet. En revanche, on opère une sélection qualitative en ce sens qu'on aide les projets naissants et on aide les porteurs de projets à amener leur présentation, pas le contenu du projet, mais en tout cas leur présentation et les éléments clés du crowdfunding à un niveau suffisant pour mériter d'être sur la plateforme. D'ailleurs, la nôtre ou une autre, notre plateforme à nous ou une autre, hein, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est pour ce qui concerne les projets UGC. En revanche, c'est sûr que le domaine national de Saint-Cloud, c'est pas inscrit tout seul sur la plateforme. Et je vous garantis aussi que Thierry Marx n'est pas inscrit encore tout seul sur la plateforme. Tous ces gens-là, on va les chercher. Voilà, nous, on a une équipe de développement d'environ sur le développement business de près d'une dizaine de personnes qui, toute la journée, scannent des projets, screenent des projets et contribuent justement à aller les chercher. On a aussi une équipe de com que dirige Pablo qui permet de donner du corps à tout ça. Je crois que j'espère en tout cas que vous avez pas mal entendu parler de nous, notamment sur ce qui concerne le patrimoine. On a une exposition médiatique absolument formidable. C'est aussi grâce à Pablo et c'est ce qui fait aussi notre différence, donc c'est ce qu'on croit, avec d'autres plateformes qui, encore une fois, n'ont pas la chance de bénéficier de nos moyens. Pardon pour le micro. Voilà, écoutez, je pense que le plus simple, parce que je vous ai déjà fait un long discours, je crois, et je ne voudrais pas non plus vous assommer complètement, je crois que le plus simple maintenant, c'est qu'on entame une petite session de questions-réponses assez ouverte, à bâton rompu. Voilà. Je ne sais pas si Alexandra, tu veux lancer la session. Je veux bien, parce que quand on a discuté en off avant la conférence, tu m'avais dit que vous avez du mal à trouver des projets vraiment innovants, de création d'objets, comme à l'instar d'Apple ou des gens comme ça, en France. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il n'y a pas d'inventeur en France, en fait. Alors, c'est pas ce que je dis. Moi, je pense que la France, je suis pas politiquement correct. Je caricature un peu. Non, je pense que la France, c'est un pays absolument formidable qui est inondé par la création. À l'exception culturelle française, c'est vrai. En revanche, c'est sûr que des chanteurs, on en trouve énormément, des écrivains, on en trouve énormément. Bref, la culture à la française avec un grand C, on en trouve partout. En revanche, la création plus techno, plus l'innovation techno, c'est ça que je te disais en fait. Moi, je prends une image tout le temps et c'est triste à dire, hein, mais en fait, à Paris, on n'est pas à Palo Alto, quoi. Et donc là où chez Kickstarter, ils ont pléthore, mais une liste infinie de projets technologiques qui sont incroyables. Je ne sais même pas comment ils peuvent les sourcer. Je ne sais même pas pourquoi tous ces gens-là posent des projets sur une plateforme comme celle-là et ne sont pas embauchés par Apple, qui par Google, etc. Alors certains d'entre eux sont justement des ingénieurs qui font ça à leurs heures. Mais enfin voilà, malheureusement, ce que je te disais, c'est qu'à ce stade, on n'a pas encore trouvé le Palo Alto français et les garages dans lesquels se fabriquent les futurs Apple. Mais ça, pour tout dire, avant le financement participatif, moi malheureusement, j'adorerais avoir des projets comme cela. C'est presque le problème de la France, mais c'est aussi ce qui fait notre exception culturelle, notre culture. Bon voilà, chaque pays est différent, mais oui, c'est vrai qu'on le déplore. On le déplore parce que effectivement, aux États-Unis, sur Kickstarter, encore une fois, qui est l'acteur et le référent mondial du crowdfunding aujourd'hui, près d'un tiers des projets sont d'ordre technologique, quoi. Et surtout, les gros succès, les cartons de Kickstarter qui font que Kickstarter est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est autour de ça. Le projet emblématique de Kickstarter, ce qui était un petit peu son acte fondateur, c'est une montre qui s'appelle la montre Pebble, qui permet de checker ses mails sur une montre. C'est une montre connectée. C'est un des premiers objets. Enfin, c'est un objet connecté, quoi, comme un autre. C'est pas dingue, hein, franchement, Pebble. C'est pas non plus la révolution techno qu'on attendait. C'est pas l'iPhone 1, quoi. Pebble, ça a levé 11 millions de dollars aux États-Unis. 11 millions de dollars. 11 millions de dollars de prévente. Les mecs, ils ont même des problèmes pour livrer tout ce qui a été prévendu. Parce que c'est 11 millions de dollars à coût de 100 dollars. Enfin, c'est considérable, quoi. Ils ont construit une usine, ils ont fait une levée de fonds complémentaire en plus des 11 millions de dollars pour pouvoir fabriquer les montres que les gens leur ont commandées. C'est presque un problème, là, ça dépasse toute imagination. Et ouais, donc on a vraiment, clairement, en France, ouais, ce sujet-là, on souffre de ça, de ne pas avoir les projets dont on avait rêvé. Parce qu'effectivement, dans notre vidéo de présentation, là, un peu sacerdotale, dans notre profession de foi,
on avait imaginé avoir le porteur de l'apps qui révolutionne le monde ou qui va révolutionner la France. Il ne s'est toujours pas pointé à nos portes et pas chez nos concurrents non plus. Bah, je suis persuadé qu'il est quelque part dans ce pays et que ça va émerger et surtout qu'on va les aider à faire émerger ça. Voilà. D'accord. Alors, d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai encore une. Je viens avec mon projet chez vous et je dis, bon, voilà, j'ai un truc qui est super créa, super innovant. J'ai une idée, mais je ne sais pas comment mener ce projet. Je ne suis pas un project manager, je ne sais pas à qui donner l'argent, quelles sont les étapes. Est-ce que vous aidez les gens jusqu'au bout, jusqu'à la naissance de l'objet ou de... On n'a pas vocation à faire ça. On a vraiment vocation à aider les gens dans la présentation de leur projet, à les aider dans la définition même de leur projet, mais quand je parle de projet, je veux dire dans leur action de levée de fonds. En revanche, dans la définition de leur projet, leur vrai projet de vie, c'est-à-dire leur expliquer, si on parle justement de ce garçon là, avec son jeu vidéo, on ne va pas, nous, demain, se substituer à un patron de studio de création de jeux vidéo. Non, on va pas jusque-là. En ce compris la musique, on laisse vraiment les porteurs de projets maîtres de leur action, c'est des projets de vie souvent. Hein. Donc ils viennent avec leur projet de vie, nous on peut les aider, les orienter sur le plan marketing et surtout sur le plan de la présentation du projet de crowdfunding lui-même. Voilà. Est-ce que vous avez des projets d'architecture ? On a dans les cartons des projets d'architecture et sur la plateforme, on a des projets patrimoniaux, mais pas d'architecture. Mais dans les cartons, de création, hein, pas de patrimoniaux. Non. Pour l'instant, on n'en a pas sur la plateforme, mais je veux dire, on en a dans les cartons. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projets, alors notamment, on travaille avec la ville de Paris, notamment autour de projets. Alors, pour l'instant, je ne peux rien annoncer de précis, mais oui, on a des projets architecturaux et en tout cas, on a vocation à en accueillir, évidemment. C'est un axe de développement. Oui, bien sûr. Aux États-Unis, la ville de Détroit s'est déclarée ville de financement participatif. Donc il y a des projets de tous ordres. Des projets architecturaux, des projets communaux, des projets de vie associative, de vie collective, des projets... voilà, vraiment, la ville a considéré le financement participatif comme une composante essentielle, alors pour des raisons radicalement différentes de ce qui se passe en France, c'est aussi pour des raisons de désertion du financement public, mais en tout cas, c'est un fait, quoi. Bonjour. Comme le thème c'est la création et l'argent, alors il y a beaucoup d'artistes à qui vous donnez de l'argent, mais vous c'est quoi votre source principale de revenus donc? Alors, cette année, on va parler d'argent très clairement, cette année on va faire près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires et la grande majorité de ce chiffre d'affaires est encore composé des revenus musicaux. Comme vous l'avez compris, on a un label musical et une plateforme. Dans ce label musical, on a la chance cette année notamment d'avoir accueilli Génération Goldman, qui est le carton discographique de l'année 2012 et de l'année 2013 probablement. On va très certainement atteindre 1 million d'albums. Voilà, donc tout ça, ça nous donne beaucoup d'autosuffisance en termes financiers, en termes de capacité de financement, et c'est l'essentiel de nos revenus. Pour le reste, comme toutes les plateformes de financement participatif, on se rémunère par une commission prélevée sur les montants levés. Donc c'est vraiment un business à effet de seuil, un business de volume. Bonjour, je voulais savoir comment ça se passait au niveau des droits des artistes en fait, si une personne se met sur le site, comment lui assurer justement cette protection avec l'ensemble du net? Tous les droits restent aux artistes. Et ça c'est vrai sur l'ensemble des plateformes de financement participatif. Les artistes viennent avec leurs projets, les créateurs viennent avec leurs projets et gardent évidemment tous leurs droits. Et avec les producteurs, comment vous... On ne fonctionne pas différemment finalement. Avec les producteurs, on raisonne exactement comme avec un porteur de projet lambda, c'est-à-dire qu'on se rémunère pareil sur les montants levés. Alors, on a des commissions qui sont un peu différentes parce qu'on est sur des domaines professionnels avec des levées de fonds qui sont plus importantes et avec surtout un travail que nous on accomplit qui est un peu plus lourd, un peu plus large. Notamment le fait d'être en haut de notre site, ça a de la valeur, la communication qui est orchestrée par Pablo, ça a de la valeur, etc. etc. Mais le mode de fonctionnement, le business model, le mode de fonctionnement est exactement le même. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, les droits restent aussi dans ces cas-là chez les producteurs. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Il y a eu la question tout à l'heure de est-ce que vous aidez les gens à monter les projets ou à les organiser? Parce que là, vous parlez financier,
vraiment importants quand on lance une entreprise ou un projet. Mais souvent, ce qui manque aux gens, c'est sur plutôt les compétences de gestion, la vision stratégique, le niveau communication. Est-ce que vous voyez passer d'un mécénat financier à un mécénat de compétences également qui pourrait se donner en disant je soutiens ton projet en te donnant 20 heures de conseil, quelque chose comme ça? Très honnêtement, on y pense tout le temps parce qu'effectivement, il y a un vrai besoin et notamment un milieu typique dans lequel on ressent ce besoin, c'est avec des créateurs de mode, par exemple, qui viennent nous voir et qui ont pour vocation de faire un site internet, un site de e-commerce, et puis on les trouve souvent en face de nous assez perdus alors que nous, on sait faire. Mais c'est compliqué, c'est un autre business. On y réfléchit, on y pense parce qu'encore une fois, il y a un vrai besoin, mais ce n'est pas notre vocation à ce stade. On s'est déjà beaucoup diversifié assez rapidement. On a maintenant ça à gérer, on a ça à délivrer, on a cette promesse qu'on s'est faite à nous-mêmes avant tout à tenir, qu'on est vraiment en train d'accomplir. Mais de là aller jusque-là, ça sera peut-être une étape suivante, mais pas pour l'instant. Bonjour. Comment faites-vous pour vous assurer que l'argent distribué sera justement utilisé à bon escient par l'artiste? Ça, c'est une bonne question et c'est un des risques inhérents du crowdfunding. Donc, que tous les crowdfunders, tous les acteurs du crowdfunding essayent de couvrir de la même manière. C'est-à-dire que nos conditions juridiques sont telles qu'on demande une garantie de bonne fin aux porteurs de projet. On explique à l'internaute que en investissant dans le projet d'un porteur de projet individu physique, ça comporte ce risque-là. On leur explique que toute la relation est directe entre le porteur de projet et le contributeur. Et il faut bien retenir une chose, dans le financement participatif, celui de Kickstarter, celui dont je parle depuis tout à l'heure, le généraliste, on est dans un système don contre don. Donc dans don contre don, il y a la notion de don. Donc avant tout, quand on vient soutenir un projet, quand on vient contribuer à un projet, on doit comprendre ça. Et c'est vraiment une action de don. Après, il se trouve que l'originalité du financement participatif, c'est de donner en contrepartie de ce don ce que nous on appelle un reward, une récompense. Mais c'est presque la cerise sur le gâteau. C'est ce qui vient en contrepartie, c'est au cœur du système. Mais dans l'esprit du contributeur, voilà, ça doit être considéré comme tel. Est-ce que ce don est défiscalisé? Alors non. Non, il n'y a pas de dispositif. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui entoure le financement participatif dans toutes ses composantes. Les composantes, on a évoqué beaucoup le don contre don. Il y a donc la coproduction, vous l'avez compris, vous avez compris que nous d'ailleurs on faisait les deux. Il y a le système de don contre equity. Donc c'est le fameux Jobs Act des États-Unis qui a permis en Amérique de libérer ce mouvement-là qui permet à des internautes de contribuer à des projets contre equity, donc contre action d'entreprise, un peu comme à la bourse. Alors ce dernier financement-là, le contre equity en France et en Europe d'ailleurs continentale, n'est absolument pas légiféré, c'est une zone parfaitement grise. Le don contre don est plutôt sous le radar législatif parce qu'on est encore une fois dans le don contre don, donc il n'y a pas de vrai sujet ni du côté de l'AMF ni d'autre côté. Voilà. C'était quoi le détail de la question? C'était quoi précisément la question? C'était juste que voilà, les dons divers et variés sont la plupart du temps. Ah oui, c'est ça, pardon, excuse-moi Alex. Donc non, encore une fois, il n'y a pas de législation qui entoure le crowdfunding qui dirait ça de manière générale. En revanche, on est transparent fiscalement, comme on dit, de telle sorte que si un porteur de projet a la capacité d'offrir de la réduction fiscale à ses investisseurs ou à ses contributeurs, alors c'est aussi le cas chez nous. Donc très concrètement, les projets du CMN, quand on dit aux gens de contribuer à la rénovation du dôme du Panthéon, dans ce cas-là, effectivement, il y a de la défiscalisation et les contreparties qui sont proposées à 300 € ne coûtent en réalité à contributeur que 100 €. Question encore? Tout à l'heure, vous parliez de Kickstarter qui a réalisé une levée de fonds. Et est-ce que cette levée de fonds, elle a été faite par des business angels ou des investisseurs, ou finalement ils ont refinancé le site par rapport à des contributeurs et est-ce qu'éventuellement ils prévoient d'associer ce modèle participatif à peut-être une implication comme pourraient l'avoir des actionnaires? Alors si je comprends bien, là vous parlez du financement même de Kickstarter en tant qu'entité juridique, en tant que start-up, c'est ça? Vous disiez qu'ils ont fait une levée de fonds récemment. Non, alors je me suis mal exprimé. Je disais que Kickstarter a fait une levée de fonds pour le compte d'un projet. C'est vrai que c'est un peu misleading parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle. Dans la fameuse montre Pebble, là, c'est un projet comme un projet que vous voyez ici. Hein. Sauf que moi, sur mes projets, vous voyez là, c'est déjà absolument exceptionnel au niveau français. On a 130 000 € sur l'âge de glace live. Eux, ils ont un projet comme ça à 11 millions d'euros, 11 millions de dollars.
Je parlais du projet en fait, pas de Kickstarter. Kickstarter a aussi fait une levée de fonds pour se financer, comme toutes les startups américaines. Mais là, pour être tout à fait franc, je ne connais pas aujourd'hui la répartition du capital de Kickstarter. Je pense que la boîte est rentable, ils ont un business sain qui fonctionne, qui va maintenant aller mondialement. Je pense que ça marche plutôt pas mal pour eux et voilà. Creative Mornings, globalement, a utilisé Kickstarter. Ouais. Pour ces, oui, Bah, pour c'est la pas bien. construction du site Il faut utiliser internet. My Major Company en France. Ben, on ne savait pas que vous faisiez plus que la musique. Bah, c'est pour ça que je suis là pour le Heureusement dire. que vous êtes là, C'est oui. pour ça que je suis là pour le dire. Non, mais Exactement. non, mais tu vois, Alexandra, ça c'est un vrai point. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer ce matin. Alors, j'espère que ce message-là, au moins celui-là, est passé. C'est que voilà, vous l'avez compris, aujourd'hui, My Major Company, ce n'est pas que la musique. Retenez tout ça. Donc, tous vos projets dans les mains et puis toc toc Voilà. chez Stéphane Bitoun Exactement. dès demain matin. Tous vos projets, ceux de vos contacts, ceux de vos amis sont tous les bienvenus. Et il m'a promis qu'il va tous vous recevoir. Donc, si c'est pas le cas, Cela dit, tu dis ça à la cantate, mais c'est vrai. Hein, mon métier à moi, toute la journée, c'est de rencontrer des porteurs de projets de tous ordres. Alors c'est à la fois Madame Michu dont je parlais tout à l'heure, ou Jean-François Richard, le patron de Stage, ou Bellaval, le patron du CMN. Voilà, toute ma journée est meublée de ça. Enfin, quasiment toute ma journée est meublée de ça. Donc c'est mon métier, ma vocation, et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous. dernière question. Deux dernières questions. Oui, d'accord. Une toute petite question, là, on voyait sur le projet, enfin on le voit toujours d'ailleurs, pour l'âge de glace, 8 000 € demandés, et puis finalement il récolte 129 595. Ouais, ça va mieux là? Bonsoir. Donc sur ce projet, on voit 8 000 € demandés, et on voit qu'il récolte 129 595 €, pour être exact, soit 1620% du projet. Pourquoi ne pas mettre un plafond? Pourquoi il n'y a pas de plafond? Et pourquoi on autorise justement une espèce de dépassement total de plafond avec des sommes qui peuvent être complètement faramineuses par rapport à la somme demandée? Voilà, merci. C'est une bonne question. Il y a deux éléments dans la question. Le premier, c'est pourquoi c'est déplafonné. C'est tout simplement parce que, en gros, dans le financement participatif, on dit voilà, à tel montant, on va faire ça. Et puis, si on le dépasse, ou si on le surdépasse, ou si on le décuple, comme c'est le cas, ou même plus encore, on fera quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fort. Ça, c'est le premier élément. C'est pourquoi les projets sont déplafonnés ou déplafonnables. C'est aussi parce que dans le modèle don contre don, il y a beaucoup de préachats. Quand on parle de la montre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou quand on parle d'un jeu vidéo, ou quand on parle même d'un disque, il y a beaucoup de préachats. Donc le préachat, si on peut acheter un disque, on peut en acheter 100, on peut en acheter 1000. Donc pour le porteur de projet, c'est toujours très intéressant. Et pourquoi il y a un montant minimum? C'est le montant minimum entre ça. Soit ce montant minimum représente, dans un projet qui n'existerait pas sans le don des internautes, représente le montant en deçà duquel le projet n'est pas envisageable, n'est pas jouable, n'est pas viable. Puis dans le cas présent, évidemment que le spectacle, l'âge de glace live, coûte beaucoup plus cher que 130 000 €. Évidemment qu'il coûte encore beaucoup plus cher que 8 000 €. Mais là, ce dont il s'agit, c'est de proposer aux internautes de devenir coproducteur du spectacle. Donc les 8 000 €, ça matérialise le montant en deçà duquel il n'y a pas d'engouement suffisamment important de la part du public pour que le producteur véritable, Stage, s'embête à délivrer toutes les contreparties, à mettre en place toute l'opération. Ça vaut la peine pour lui d'avoir des coproducteurs dans le public, disséminés à travers toute la France, mais pas s'ils sont peu nombreux. Voilà. C'est ça qu'exprime les 8 000 €. Je pose la dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a eu lieu sur OVNI, qu'on a pu lire sur OVNI ou sur la Tribune, sur le fait que vous privilégieriez plutôt des artistes plutôt que d'autres et que le versement des fonds était assez opaque? Dans quelle mesure vous essayez de rassurer un peu les internautes sur ça, quoi? Parce qu'on ne vous a pas entendu sur cette polémique-là. Alors en fait, si, on nous a entendu parce qu'on a répondu, c'est né dans le point, en fait, dans le point.fr. On a répondu dans le point.fr à peu près point par point en expliquant nos engagements, ce qu'on croyait, ce qui était. On a aussi fait aveu de quelques erreurs qu'on aurait pu commettre de jeunesse dans l'histoire de la boîte. Enfin, pour le reste, pour l'essentiel, déjà d'une part, c'est une polémique qui est un peu d'arrière-garde pour nous, qui est un peu derrière nous, parce que ça parle, vous avez compris, le modèle qui a évolué, ça parle du modèle d'il y a 4 ans maintenant. Donc depuis lors, oui, la boîte a évolué. Premièrement, et puis deuxièmement, encore une fois, on y a répondu dans la presse, là où c'est sorti dans le point. Il n'y a qu'un journaliste, finalement, qui a environ 25 ans, qu'on a rencontré, qui a fini par nous rencontrer, parce que lui a écrit qu'il nous avait contacté. En fait, il nous a contacté par Facebook auprès d'un stagiaire chez nous. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment un vrai contact qu'on doit prendre, mais c'est pas grave.
On l'a rencontré, on lui a expliqué, et puis le deuxième article qu'il a fait, c'était un article pour dire que le financement participatif, globalement, c'était assez formidable. Donc vous voyez, bon alors après, je sais pas que j'ai un peu moins envie de m'exprimer sur cette polémique, parce qu'encore une fois, c'est derrière nous. On s'est expliqué, voilà, si je devais aller vers l'avant et en retenir deux choses, la première chose que je retiens, c'est que ça nous a permis effectivement à nous de donner encore plus de transparence si besoin était. Je pense qu'on était déjà extrêmement bien équipés, extrêmement bien lotis. Tous nos internautes contributeurs ont droit régulièrement aux détails des budgets, aux détails des ventes, lorsqu'il s'agit d'albums de musique, hein, aux détails tous les détails nécessaires et suffisants, premièrement. Bon, ça nous a permis de nous réexpliquer à nouveau là-dessus et peut-être d'améliorer encore, d'aller encore au-delà en termes de transparence, puis aller beaucoup plus loin maintenant. Et puis surtout, ça a permis, c'est ça le plus important me semble-t-il, ça a permis finalement au grand public, je l'espère en tout cas aux lecteurs de la polémique, de comprendre et d'entendre au moins une chose, c'est que le financement participatif, c'est pas magique. Voilà. C'est pas parce que c'est disruptif, c'est innovant, c'est ludique, c'est fun, c'est marrant, et il y a Grégoire, il y a Irma, il y a Joyce, c'est pas pour autant que n'importe quel artiste, c'est pas péjoratif quand je dis n'importe quel, hein, je veux dire, c'est pas pour autant que tous les artistes vont connaître le succès en s'adressant, en utilisant ce moyen, ça n'a rien de magique. Comme la télé-réalité que j'ai bien connue dans une autre vie ne rend pas les gens systématiquement ou mécaniquement célèbres, le financement participatif, ça rend pas tous les chanteurs connus, ça fait pas de tous les chanteurs et de tous les albums des succès discographiques. Voilà. My Major Company, c'est à la fois des succès de levée de fonds, j'en ai beaucoup parlé, donc de collecte de fonds pour le compte de projet, et c'est aussi des succès, et ça c'est vraiment l'originalité de My Major dans tout le monde du crowdfunding, ce sont aussi des succès commerciaux des projets. Voilà. On ne peut pas faire des succès commerciaux sur du disque ou sur autre chose. Sur 100% des sorties, ça n'existe pas. On a plutôt une occurrence de succès dont on est assez fier, parce qu'on a en gros un gros succès discographique par an. Pour 50 sorties, ça en fait 5 sur 50 sorties, ça fait, pardon de faire des calculs comme ça, parce que c'est statistique, il y a des gens derrière, il y a des hommes, il y a des humains et des artistes. Mais enfin, une occurrence de 1 succès sur 10 dans la musique, croyez-moi, je peux le dire d'autant plus facilement que moi, je ne viens pas de la musique à l'origine. Vraiment, c'est très beau. C'est une très belle réussite. Bon, merci beaucoup. On va arrêter là. Merci à vous. Merci à vous. Et je vais vous inviter de prendre un café et petit déjeuner avant d'aller travailler.